Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup d'artistes à Saint-Pierre. Mais enfin, il est certain que depuis, disons, une vingtaine d'années, cette fibre artistique s'est multipliée. C'est très difficile de savoir si j'aurais pu être artiste sans habiter les îles. Les paysages de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comblent les regards, caressent l'esprit, heurtent l'entendement parfois. Aussi n'est-il pas étonnant que nombre de ses habitants soient animés d'une vocation artistique. Qu'ils peignent, écrivent, composent ou chantent, qu'ils photographient, ces hommes et ces femmes subliment les monts rocailleux, baignés de petits lacs, percent les secrets des landes humides à la végétation étriquée, immolent leur talent à la lumière des grands espaces, s'imprègnent de scènes marines toujours renouvelées par une mer incroyablement versatile. La lumière est exceptionnelle et puis les paysages sont beaux, c'est très beau. L'Anglade, Miquelon, des paysages formidables. Les couleurs changent très vite. Je trouve ça très beau. Et que dire de l'île aux Marins, cette perle de l'Atlantique posée à 5 minutes du port de Saint-Pierre, semblant flotter sur l'océan dans l'irréalité de ses maisons de couleur et de son église érigée comme un objet de culte sur l'autel de la beauté. On n'allait jamais avoir les fois dans la tambouille à purée de pois. La notoriété de certains artistes dépasse les frontières de l'archipel. Il se nomme Henri Laffitte, l'auteur-compositeur dont les ballades invitent à la promenade. Jean-Claude Girardin, le peintre qui s'est accaparé la lumière. Jean-Christophe l'Espagnol, le photographe aux chatoyantes compositions. Patrick Deribes, le dessinateur qui fait sien le passé et le présent. Il venait de Galice, la Coronia ou Vigo, tu es la Stelia Maris, la voie lactée des matelots. Le talent de ces figures de proue contribue à révéler au grand public les beautés de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour quelqu'un qui n'est ni musicienne, ni peintre, ni auteur, je trouve qu'on a une ressource assez extraordinaire sur l'archipel avec des gens qui vraiment sont sortis du lot et qui portent haut les couleurs de l'archipel. C'est un trésor pour ceux qui la découvrent, havre de paix pour ceux qui s'y retrouvent. Les Saint-Pierre et les Miquelonais n'ont pas le choix que d'être actifs artistiquement parce que quand on vit dans une toute petite île et qu'on est isolé, si on veut se distraire, il faut apprendre à s'exprimer. Mais il existe une vie artistique plus éloignée des feux de l'actualité. Partons à la découverte de quelques membres de ce bain bouillonnant en les interrogeant, en les regardant œuvrer, en puisant dans leur inspiration la source de leur création. Eugène Nicole est un écrivain né à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'il a quitté à l'âge de 14 ans. Marqué par cet exil, il a écrit plusieurs romans réunis sous le titre de l'œuvre des mers, dans laquelle il dépeint avec acuité ses états d'âme et le caractère unique de ce territoire.
Ses écrits, maintes fois traduits, ont permis à l'archipel d'être découvert dans de nombreux pays. Actuellement professeur de linguistique et de littérature française à l'Université de New York, il porte un regard d'expert sur la création artistique dans l'archipel et sur les fils qui tissent une œuvre née de l'amour d'une région. Je me demande parfois qu'est-ce que j'aurais écrit si je n'étais pas né à Saint-Pierre. Mais étant né à Saint-Pierre, vous ne pouvez pas échapper. Même si à un moment donné, je me suis posé la question, au fond, est-ce que je dois écrire sur Saint-Pierre parce que je suis né à Saint-Pierre? Il y a un moment où je me suis dit, mais enfin, c'est là qu'est toute ma vérité, c'est là que mes premiers sentiments, mes premières impressions ont eu lieu, se sont épanouis. Dans la mesure où je suis un de ces écrivains qui pensent que le plus important, c'est de rendre précisément les impressions, les sensations qu'on a eues. Très vite, il s'est imposé à moi que tout le stock d'impressions que j'avais venait de là, d'une part, et qu'il fallait l'exploiter. Au fond, là où je suis particulièrement à l'aise, du moins dans les premiers volumes, c'est l'enfance, c'est les sentiments de l'enfance. Je peux dire que rétrospectivement que la genèse de mon écriture, je la situe dans la première année de mon arrivée en France, lorsque je me suis retrouvé âgé de 14 ans et demi dans mon dortoir du pensionnat de Vendée. Mon lit est devenu une espèce de radeau que j'emmenais imaginairement chaque nuit sur l'Atlantique, et j'ai pensé ardemment, j'ai arpenté en pensée Saint-Pierre pendant des nuits et des nuits, parfois un peu en sanglotant, mais pas trop fort parce qu'il ne fallait pas que mes camarades m'entendent. La part importante que joue l'exil dans mon œuvre et dans ma vie d'ailleurs est une des composantes de mon écriture. Pour s'endormir enfin au milieu de tous les lits du dortoir en France, l'enfant devait rouvrir ses yeux rougis et former dans l'obscurité du bâtiment un certain angle de son corps avec les îles. Repliant les jambes, il se tournait du côté de la lune, qui, dans le mouvement de la nuit, s'en retournait là-bas. Il traversait une nouvelle fois les flots, glissant d'un coup sur l'ondulation infinie des vagues lourdes, jusqu'à la bouée du sud-ouest, à l'anneau de laquelle il s'accrochait sans bruit, dans le clapotis plus calme des jetées. On a une idée prémonitoire qu'on va vouloir écrire quand on commence très jeune, parfois, à penser qu'on va manipuler avec le langage, on va faire des rapprochements entre des choses qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'une des premières images que j'ai d'avoir eu envie d'écrire, c'était j'étais tout jeune. Il me semble que j'avais vu quelque part une gravure de sans-culotte. Et puis d'autre part, j'avais vu également une gravure qui représentait un champ en train d'être cultivé, c'est-à-dire avec des sillons. Et j'avais fait un rapprochement entre les lignes perpendiculaires des culottes du sans-culotte et puis les sillons du champ. Et j'avais dit à mon père, j'aimerais bien faire un poème qui marque cette... Donc je pense qu'il y a très tôt un jeu avec le langage et avec les choses. On veut rapprocher des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le sentiment de Louise était le bon. La vraie saison des îles, c'était l'hiver. Mais l'hiver, c'était la ville, l'école et les boutiques, l'endimanchement, la floraison des rues qu'arpentaient 4 fois par jour les enfants. J'avais donc su dès l'origine qu'il y aurait 2 lectorats. Il y aurait évidemment le lectorat, espérais-je, de l'archipel, mais il y aurait également le lectorat de ceux
grâce à qui Saint-Pierre serait connu à travers le livre. C'est l'embarcation Saint-Pierrez. Moi, Tessier n'était pas sur la C'est main. le Doris, D'accord. vous savez. Ça, Ah c'est ben je connais. Vous voyez la forme très oui, oui, particulière. je connais les Doris. Tout à fait au début, comme ça, j'avais cette image spatiale qu'il fallait que j'aménage une espèce de plan incliné qui sorte de l'eau et qui mène tout naturellement ces gens qui ne connaissaient rien à Saint-Pierre-et-Miquelon vers la ville, le cimetière, la campagne, etc. Cette amitié des murs dont parle Valéry Larbaud, qui est un grand écrivain du XXe siècle que j'aime beaucoup citer, le sentiment qui, dit-il, est le premier à nous quitter. Devenir adulte, c'est perdre le sentiment d'amitié des murs. Moi, je crois que je ne l'ai pas perdu, peut-être précisément parce que j'ai quitté ces murs. Le nom du groupe Blague et Halle provient d'une expression saint-pierraise voulant dire cause et travail. Qu'il s'agisse de reprises ou de compositions, Albin Girardin et ses amis sont capables de se faire déhancher les récifs de l'archipel avec leur dernière création, Rocher d'Île. Cette chanson a fait un tabac auprès de la population. Un tube local, entraînant et entêtant, tête d'affiche d'un premier album qui mériterait de passer de l'autre côté de l'Atlantique. On voulait pratiquer un peu la musique pour jouer un peu dans les bars. Et puis, au bout de quelques années, on s'est dit, bon, pourquoi on ne ferait pas un album? Et puis, de ce jour-là, il s'est passé encore 2 ou 3 ans. Et puis, là, on a décidé de faire un break bar et un break de scène, en fait, pour se concentrer sur l'album. Et puis, voilà. Le groupe existe depuis 2006. Moi et Frédéric Fouchard, le guitariste, on suivait des cours de guitare ensemble et on nous a demandé de faire un petit spectacle à la fin de l'année. Et il y avait aussi sa femme d'aujourd'hui, qui n'était pas à l'époque. Et donc on a décidé de former un groupe avec le batteur Pascal Girardin. Et donc quelques mois plus tard, voilà, nous avons commencé les répétitions. Et on a mis plusieurs mois à répéter avant de faire vraiment un spectacle. Donc la première ambition, c'était juste de jouer pour la fête de la musique de l'année suivante. Donc pendant l'hiver, on a travaillé quelques reprises. Et puis, à notre grande surprise, le peu de gens qui étaient venus nous voir avaient apprécié. Donc ça nous a bien motivés pour continuer. Et donc voilà, de fil en aiguille, 8 ans après, on est toujours là. Par an, en moyenne, on doit jouer à peu près une dizaine de concerts. On a souvent le même public qui vient nous voir, donc on ne veut pas les lasser non plus. On est vraiment gâtés parce que les gens sont demandeurs justement de groupes, de spectacles. On peut jouer quand on veut presque, dans un bar où les bars sont sans demandeurs. C'est plutôt nous qui parfois refusons parce qu'on n'est pas prêt ou on veut travailler sur autre chose. On ne s'attendait pas vraiment à ce que la chanson Rocher d'Île ait autant de succès, si l'on peut dire, dans l'archipel. C'est un peu une surprise agréable, ma foi. Avec le vent nordique, écoutez-le trembler. Le Rocher d'Île, ce Rocher d'Île, ce Rocher d'Île, qui est le mien. C'est en lisant le texte, en écoutant la chanson de Jacques Brel, Le Plat Pays, que l'idée m'est venue de transposer ce texte que Jacques Brel dédie à son pays, donc la Belgique, et un peu d'utiliser les mêmes ingrédients pour écrire un texte sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur quelques chansons notamment, on peut dire que l'archipel m'inspire pour écrire. On est dans le monde et un peu à l'écart du monde en même temps, donc on est assez observateur, on est assez friand de tout ce qui se passe ailleurs, on est très curieux aussi. Donc c'est sûr que ça doit marquer l'inconscient et ça forge une personnalité. Je vois la fumée noire du calendrier qui brûle. Pour la sortie de notre album, notre principal objectif, c'est de se faire connaître dans l'archipel, dans un premier temps.
Et puis, si possible, ailleurs, dans le monde francophone ou même anglophone, si possible. On a déjà fait une petite promotion et un lancement de l'album à Saint-Pierre et à Miquelon d'ailleurs. Et on aimerait bien aussi faire un lancement de l'album sur l'île voisine de Terre-Neuve au Canada cet automne. Et puis si possible d'envoyer notre CD dans quelques radios francophones au Québec et pourquoi pas en France. Et puis voilà, de croiser les doigts, on ne sait jamais. Le monde artistique local à Saint-Pierre-Miquelon est assez riche. Je pense que l'insularité y joue pour beaucoup. Aussi, peut-être le fait que le temps aussi, le temps froid, je pense que ça, l'hiver, on a aussi pas mal de temps pour réfléchir et puis pour vouloir peut-être s'exprimer. Donc je pense que pour 6000 habitants, 6500, on est assez gâtés. On a beaucoup d'artistes et je pense qu'on leur donne aussi la chance de s'exprimer s'ils le désirent. Je pense que, comme tous les Iliens, en fait, on a un terroir qui est favorable à ce genre de pratique. Les gens sont dans des associations parce qu'ils ont envie de s'essayer à une pratique ou à une autre. Dans les archipels, on le voit aux îles de la Madeleine, on le voit dans d'autres contrées assez semblables à la nôtre. C'est assez familier des archipels ou en tout cas des petites îles. Michèle Folliot est une ancienne institutrice qui s'adonne désormais à plein temps à la peinture. La région de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'elle représente, avec un regard très particulier, constitue sa principale source d'inspiration. Ses œuvres, souvent en noir et blanc, allient l'authenticité à une certaine naïveté. À travers ses pinceaux, elle transmet une réalité dont elle a toujours le souci, tout en s'attachant à rendre ses toiles très humaines. Mon art n'est pas, je ne considère pas ça comme un travail. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre parce que ma retraite d'enseignante me permet de vivre aisément. Alors, mais il est certain que j'en vends. Je vends, c'est bien, je ne vends pas, c'est pareil. Ce que j'aime, c'est que quand les gens viennent voir, ils ont des regards très sympas. Ils aiment ce que je fais. Mais bon, moi j'aime ce que je fais, donc c'est principal. Toute petite, déjà, on n'avait pas grand-chose pour jouer, mais on recevait les catalogues du Canada, Simpson, Eaton, et je m'amusais à découper des personnages et à faire des petites familles avec des boîtes vides de souliers. Et je les habillais. Quand on n'a rien, notre imagination, on travaille beaucoup. Et vers l'âge de, je sais pas, de 14 ans, j'ai décidé de faire la couture parce que j'avais envie de faire le métier de styliste. Alors j'ai suivi ces cours pendant 3 ans et en même temps j'ai suivi les cours de coupe-couture à l'université de coupe et de haute couture de Paris. Et ce que j'aimais, moi, c'était créer, dessiner des modèles. Mais vers 17 ans, n'ayant pas 21 ans, mon père ne voulait pas que je parte. Alors j'ai enseigné la couture pendant 4-5 ans. Puis en fin de compte, je me suis remise aux études et j'ai passé le brevet élémentaire pour enseigner. Voilà, j'ai fait ce métier pendant 42 ans.
Alors, je faisais l'école à des enfants de 6 ans. Je peignais pour eux toutes les petites histoires de Blanche-Neige, la chèvre de Monsieur Seguin, enfin toutes ces petites histoires-là. C'est à partir de là que j'ai commencé à peindre. Au fil du temps, je me suis mise à peindre les métiers de la mer, voilier, charpentier. Je peignais tous ces gens qui exerçaient des travaux comme ça, quoi. J'allais sur place pour peindre tous ces gens qui faisaient ces métiers. Puis pour représenter les paysages d'autrefois, je me servais de photos. Mais ce qui me plaît le plus, c'est d'aller peindre à l'extérieur. Mais à Saint-Pierre, eh ben, il n'y a que l'été que l'on peut sortir pour peindre parce qu'il fait trop froid. C'est presque un trésor, un lion marin. Il faut surtout le conserver. Une petite île comme ça, au milieu de l'océan, enfin dans la mer, je trouve que c'est beau. Vous me direz qu'il y a des belles choses ailleurs. Ben oui, bien sûr qu'il y a des belles choses ailleurs. Mais bon, moi c'est mon coin. Les critiques, de toute façon, font avancer les choses. Les mauvaises critiques, bon, ben, on n'aime pas. Moi, je n'aime pas tout non plus. Les gens viennent me féliciter. À une exposition, ils viennent, ils passent, ils repassent. Alors, ça me suffit pour m'encourager à continuer. Mais de toute façon, je continuerai quand même. Je passe des heures, je passe des nuits, quelquefois à peindre, je ne peux pas me détacher de ma peinture. Je suis ailleurs, hein. Je ne suis même pas sur Terre. Puis plus on peint, plus les idées viennent. Si je suis à faire quelque chose, puis que j'ai pas envie, j'arrête tout, puis je viens peindre. Ensuite, au bout de 5-6 heures, je descends prendre un petit café et puis voilà. Pour moi, c'est un loisir. La prochaine exposition va se passer à Issy-les-Moulineaux en octobre-novembre. Je pars avec Jean-Claude Girardin. Le but de cette exposition, c'est faire connaître Saint-Pierre et Miquelon autrefois. Le sujet, c'est hier et aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait hier et Jean-Claude va faire aujourd'hui. J'attends rien. Je n'attends rien comme pour toutes mes expositions. Je n'attends rien, mais j'espère que les gens vont aimer, quoi. Même si je ne vends pas, mais que les gens vont aimer ce qui est fait. Arrivé tardivement à la photographie, Franck Lebars, agent pénitentiaire, s'évade à travers ses objectifs. Il rattrape le temps perdu en capturant des panoramas de l'archipel
qu'il façonne à sa guise grâce à l'informatique, sans pour autant dénaturer la réalité. Il guette les variations de lumière ou de météo afin de fixer des moments exceptionnels que la nature lui offre. Grâce aux nuages et à la mer, il crée des tableaux de maître, surprenant ainsi les Saint-Pierrais avec des paysages qu'ils connaissent pourtant si bien. J'ai appris la photographie tout seul. J'ai découvert la photographie il y a de ça 4 ans et demi maintenant, à la naissance de ma fille. Je me suis acheté un appareil, je vous cache pas qu'au début tout était sur automatique. J'ai suivi des tutoriels, j'ai regardé, j'ai acheté des livres aussi. J'ai voulu apprendre comment faire de la photo, quoi. Donc profondeur de champ, vitesse, les ISO, les poses longues. Je me suis débrouillé tout seul. Je me suis lancé dedans et quand j'essaye de faire quelque chose, je m'investis à fond. J'essaye d'attirer beaucoup l'attention sur Saint-Pierre, j'essaye de le faire connaître. C'est peut-être pas grand-chose, mais si ça peut aider à attirer des gens sur Saint-Pierre, c'est le principal but, faire connaître notre bel archipel de Saint-Pierre. Mon œil et mon objectif sont quand même assez liés. Partout où je peux aller sur Saint-Pierre ou sur Miquelon, je vois les paysages, je vois un peu toute la beauté de l'archipel. Il suffit d'un bref instant, passer à quelques minutes ou à quelques secondes de quelque chose d'important et pas pouvoir l'immortaliser. Je trouve ça un peu bête, donc c'est un peu un troisième œil et une troisième main en même temps. Je suis un fanatique du HDR. C'est ce qui permet de faire ressortir un peu tous les détails de la photo, du paysage, ou généralement c'est pour le paysage, on ne l'utilise pas en portrait. Mais donc c'est une manière de travail un peu différente, ça prend beaucoup plus de temps. Et il faut prendre plusieurs photos du même endroit, une photo sous-exposée, une photo exposée normalement et une photo surexposée. Donc ça c'est un minimum de 3 photos. Et là par contre il faut travailler avec un trépied, une télécommande. Après, il reste aussi du travail sur l'ordinateur, hein, bien sûr. On le sait tous, on a une superbe lumière ici, hein. Notamment au lever du jour et même je dirais jusqu'à 1 heure et demie après. Avoir une lumière à 45 degrés en fait te fait ressortir tous les détails et donne beaucoup de dynamisme et beaucoup de relief aussi, mon paysage, mais à tout ce qu'on veut prendre. Et c'est pareil au coucher de soleil. 1 heure avant et même 1 heure après le coucher de soleil, c'est ce qu'on appelle l'heure bleue. C'est le moment idéal pour faire de la photographie. La pointe au canon, le phare, le lever de soleil, c'est mon endroit préféré. Quand je vais bosser, je passe tous les matins devant, je vais à pied, j'ai toujours l'appareil photo. À l'automne, j'arrive, le soleil se lève. Je pense que c'est quand même un endroit incontournable sur Saint-Pierre, hein. Il faut profiter de tout ce qu'on a, hein, on ne se rend pas compte.
Cathy Simon occupe une place à part dans le monde artistique de Saint-Pierre-et-Miquelon en s'adonnant à une discipline s'apparentant à l'artisanat d'art, la peinture sur porcelaine. Elle décline avec minutie et patience l'ensemble des thèmes propres à l'archipel. Elle expose et vend ses créations dans sa boutique de Saint-Pierre, recréant ainsi un univers entièrement dédié à sa terre d'origine où l'océan est omniprésent. Je pense que mon expression artistique est quand même influencée par mes racines parce que, comme presque tous les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai des ancêtres bretons, normands et basques. Quand je peins, je me rends compte que c'est très souvent des thèmes qui sont liés au local, c'est-à-dire la mer, les phares, la nature. Et donc, mes racines, c'est quand même les îles. Donc, je me sens inspirée par mes îles. Il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert cette activité par l'intermédiaire d'une personne qui était venue aux îles avec son mari qui travaillait ici. Je suis autodidacte dans le sens où j'ai appris, on va dire, comme on dit sur le tas, là, avec elle. Mais évidemment, après, c'est vrai que pour légitimer mon activité, parce que je fais également, je propose des ateliers. Donc, pour légitimer tout ça, je suis allée me former en métropole. Et ça m'a permis d'acquérir des techniques, cette technique ancestrale qui a vraiment quelque chose de beau et ça me permet de le transmettre aussi. C'est devenu un loisir passion et je dirais que la vie a fait que de ce loisir passion, j'ai pu en faire mon activité principale, mon activité professionnelle maintenant. En principe, je travaille des thèmes qui sont spécifiquement bien locaux. Mes sources d'inspiration sont principalement ce qui nous entoure, beaucoup la nature, les animaux marins, les oiseaux, les macareux, enfin tout ce qui est spécifique et qu'on voit ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'aime beaucoup travailler à la plume, c'est très fin, ça demande de la concentration, c'est minutieux. Il y a une diversité de pinceaux. Il y a les putois qui servent à atténuer tout ce qui est trait de pinceau sur certains motifs qu'on veut réaliser. Si on a des qualités nécessaires quand on fait de la peinture sur porcelaine, la priorité, c'est d'être très minutieux. Très minutieux dans l'utilisation des produits, également dans l'utilisation du matériel. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas minutieux, il va peut-être pas réussir à faire des choses fines. Dans la préparation, donc déjà à la base, on a des pigments. Hein, c'est une poudre colorée donc, sur toutes les gammes de couleurs. Et ces pigments sont mélangés avec un médium. C'est sûr qu'à la plume, il ne faut pas être pressé. Et donc ça, c'est un bon exercice. Quand on court partout, puis qu'on veut toujours que tout aille à toute allure, de toute façon, c'est pas un bic. Hein. Moi, je dis toujours, le secret de la plume, c'est la lenteur. Trucs-là, à chaque fois, les gens les adorent parce que c'est des expressions locales. Je trouve que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Dans l'ensemble, je pense que les touristes
apprécie le fait de revoir certains thèmes qui leur sautent un petit peu aux yeux quand ils viennent aux îles. Le thème coloré des petites maisons, comme ce qu'on peut reprendre ici. Je travaille également le doris, le cabestan, qui sont des choses qui sont quand même typiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense que c'est ce que les gens apprécient parce que c'est ce qu'ils veulent ramener chez eux quand ils partent ou qu'ils ont envie d'acheter des choses bien d'ici, et bien ça leur plaît, quoi. Ce n'est qu'une île au sud des champs de glace, et tout autour la liberté, l'espace. C'est un trésor pour ceux qui la découvrent, havre de paix pour ceux qui s'y retrouvent. Le vent qu'il fait. Claude l'Espagnol est le porte-parole de Brise Glace Orchestra, un nom repris à un magazine satirique saint-pierrais s'apparentant à Harakiri. Le répertoire de ce groupe local est composé essentiellement de musique traditionnelle, en particulier des chants de marins. Les membres de la formation, bretons et passionnés de voile pour la plupart, emportent les spectateurs sur les océans avec leurs mélodies dans lesquelles souffle le vent du large et crache les embruns. Moi j'ai commencé sérieusement en 95, c'est-à-dire au moment où le brise-glace démarrait, quoi. Notre inspiration vient surtout de la Bretagne, particulièrement. Donc en jouant particulièrement avec des instruments traditionnels, soit du violon, de la flûte, flûte irlandaise notamment, accordéon diatonique. On voulait essayer de faire revivre un peu une tradition du chant de marin. C'est ce qui nous intéresse particulièrement. De l'inspiration, c'est la mer. Hein. Je crois qu'on est tous des passionnés quand même du monde maritime. Bon, d'une part déjà parce que bon, moi je suis déjà Saint-Pierrais, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Il y a un des membres du groupe qui est un Miquelonais et puis les autres donc sont des Bretons et aussi donc, ont vécu notamment à Lorient, au bord de la mer également. Donc, on est vraiment tous des passionnés. Les 4 hommes sur ce composant de Brise Glace Orchestra font de la voile avec moi. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Et notre répertoire, en fait, c'est d'abord la mer. Et lorsqu'on a des textes, on essaye de faire que ces textes soient en français, particulièrement. On a toujours refusé de belles mélodies, pourtant, qui nous auraient obligés à chanter en anglais, quoi. Ou alors il aurait fallu les traduire. Alors là, c'est un autre travail. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'abri du phare, la mer. Excuse. Allez, j'ai bu. Allez, on recommence. Laisse les dames s'exprimer, c'est exprimé. Allez, ça fait toujours 1, 2, 3, 4. Abri du phare, la mairie et l'église, et le vent du nord, la brise. Alors le Brise Glace Orchestra, ça vient en fait d'un journal satirique que Michel Lorcol, l'un des fondateurs, moi-même, avions créé. Ça remonte déjà aux années 90. Ce Brise Glace a vécu que 5 années.
Et puis on a eu envie de reprendre ce nom-là pour que ça ne disparaisse pas totalement. Et à ce moment-là, naturellement, ça faisait sourire quand même pas mal les gens d'entendre déjà le Brise-Glace Orchestra, mais vu sous un angle musical, parce que le Brise-Glace revu était quand même un journal très méchant. Peut-être pas bête et méchant comme Harakiri, mais il était très méchant, disons, pour les politiques. J'ai choisi, moi, en ce qui me concerne, l'accordéon diatonique parce que justement, à Terre-Neuve, c'est un instrument qui est roi, quoi. Aussi bien au Nouvelle-Écosse, on va parler plutôt du violon. À Terre-Neuve, c'est l'accordéon. Et ce sont les Irlandais principalement qui ont emporté cet instrument. Et je voulais avoir un instrument qui s'intègre bien dans le milieu régional, quoi, enfin, dans la région. Je me suis formé en fait en métropole puisque j'étais le seul à jouer de cet instrument du diable, à la boîte du diable comme on l'appelle en Bretagne. L'accordéon est quand même un instrument relativement récent, il a été créé à la fin du XIXe siècle et en Bretagne à ce moment-là on connaissait que la bombarde et le biniou. Et c'était ce groupe de sonneurs qui animait toutes les fêtes de village, les mariages. Et la bombarde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer à l'intérieur d'une maison. C'est quasiment impossible, ça vous déchire les oreilles. Ce qui fait que le couple de sonneurs, eh bien, il jouait toujours à l'extérieur. Ce qui fait que le curé du village, en général, entendait. Il savait que ses paroissiens étaient toujours en train de danser. Et quand ça s'arrêtait, il savait aussi que le bal était terminé, donc il allait faire son petit tour, voir que tout se passait bien. Mais quand l'accordéon est arrivé en Bretagne, eh bien l'accordéon, c'était un instrument qui pouvait s'adapter à n'importe quel espace, et notamment au bar. Il y a des relations d'accordéonistes qui ont été excommuniés carrément par le curé, parce que c'était la boîte du diable, parce que le curé de son presbytère, il n'entendait plus rien. Et se demandait qu'est-ce que faisaient ces paroissiens. Il voit à l'horizon des millions de poissons. Il y a des textes à écrire, je pense qu'il y a des textes à écrire importants sur notre pêche, sur cette grande pêche qui a malheureusement disparu. Tout ce qui a fait notre richesse. Et ceci est à cause d'un quand même désastre écologique. Et ça, il y a certainement une belle chanson à créer, et plusieurs chansons à créer là-dessus. Et tout pour parler de toute cette tristesse quand même dans laquelle ce désastre écologique nous a plongés, quoi. Ils sont marins, normands, bretons et basques. Mais leurs bateaux souvent restent en rade. La petite pêche est une histoire ancienne. Ne reste que les vieux qui s'en souviennent. La mer se vide pour calmer leur angoisse. Avec leurs chiens, ils s'en vont à la chasse. Si Françoise Anguard vit désormais au Canada, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, elle reste toujours attachée à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont elle est originaire. Dans son roman « L'île aux chiens », elle narre avec poésie et précision l'histoire d'un jeune marin breton qui s'installe sur cette île désormais appelée l'île aux marins. Elle dépeint la difficulté du métier de pêcheur avec le danger permanent d'un naufrage et les conditions précaires de vie sur un navire, tout en plongeant le lecteur dans l'univers de l'archipel au moment de la grande pêche. Ses ouvrages ont été traduits en anglais et en 2009, elle a obtenu le prix des lecteurs de Radio-Canada pour son roman « L'archipel du docteur Thomas ». J'ai commencé à écrire très très jeune, je dirais à l'âge de 11-12 ans.
Mais bon, j'ai attendu quand même, j'ai continué à écrire pour moi-même. Les litanies de l'île aux chiens, je les ai publiées, j'avais pratiquement 40 ans, donc j'ai pris mon temps. Mais j'ai commencé très jeune et j'ai toujours su que j'écrirais. Mes sources d'inspiration sont derrière moi, la mer surtout, la mer, la grève, la couleur, les couleurs crues de l'archipel, la brume souvent, et puis ce qui nous a menés ici depuis 1816, toute l'épopée des Acadiens, de la déportation, et ce qui fait que dans ce tout petit archipel, on a su combiner des origines tellement diverses, terre-neuviennes, françaises, acadiennes, et qu'on a su prospérer ensemble. Je pense qu'il y a là une grande leçon de vie. Dans l'île aux Marins, ce qui me fascine, c'est le vécu. C'est ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. À un moment, il y a eu près de 600 personnes vivant à l'île aux Marins. Il y avait des commerces, des cafés, énormément d'activités. Et c'est d'imaginer tout cela en se promenant dans les sentiers, en voyant les graves où malheureusement l'herbe pousse à travers les galets. Et c'est de contempler, oui, tout un pan de notre histoire. Tout en tirant sur les 2 lignes qu'il tient de chaque bord du Doris, Victor profite pleinement de cette journée idéale, si parfaite, qu'elle lui fait oublier les autres, humides, glaciales et grises, qui emplissent sa vie de pêcheur. Au loin, l'île aux chiens, posée sur la mer d'huile, ressemble à un navire au mouillage, sur le banc avec, tout autour d'elle, waris et pirogues en pêche. On aperçoit le cimetière dont la palissade en bois s'arrête tout juste à quelques pas de la mer, comme si en choisissant cet endroit, on avait voulu rapprocher ceux qui meurent sur terre de ceux qui périssent en mer et qu'on ne pourra jamais situer. L'île aux chiens, pour moi, c'est intéressant parce que je n'y ai mis les pieds qu'à l'âge de 18 ans. Mais je me souviens toujours, la journée où j'y ai débarqué à 18 ans, ça a été comme d'arriver à la terre promise. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, moi, je trouve que c'est un endroit très précieux. C'est un des seuls endroits de l'archipel qu'on ait préservé, où on a vraiment fait un effort pour préserver le patrimoine. Et je pense que c'est à peu près tout ce qui nous reste. Je suis influencée par toutes sortes de choses, en particulier par mes racines acadiennes, qui ont fait de moi quand même une francophone d'Amérique assez militante. Dans mes conférences, j'en donne beaucoup, dans mes voyages, je ne manque jamais une occasion de parler de l'archipel et de dire fièrement que même si je vis au Canada, je suis très fière de mes racines de Saint-Pierre-et-Miquelon, très fière de la vie française dans cet archipel. Et oui, je fais tout mon possible pour cela. Je pense que les gens sont assez fascinés par l'archipel. Les 2 romans principaux que j'ai écrits se concentrent ici, dans l'archipel, donc c'est très exotique pour eux. Mais c'est aussi des gens qui me posent des questions sur comment on fait pour être francophone en Amérique, comment on fait pour vivre en français à Terre-Neuve. Je suis un peu l'écrivain du bout du monde. Je pense qu'on est avec ce désir, en tout cas dans mon cas, avec ce désir d'écrire. Mais je peux vous dire par contre que si je n'étais pas à proximité de la mer, je n'écrirais pas, je n'écrirais plus. Je pense que mon inspiration se serait tarie. J'ai vraiment pas envie d'essayer. In fine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, si les Henri Laffitte, Jean-Claude Girardin, Jean-Christophe l'Espagnol, Patrick de Rible forment la partie visible de l'iceberg, plus discrètement, le vivier artistique de l'archipel est riche d'hommes et de femmes
dont l'imagination est nourrie par l'amour d'un territoire où la nature est elle-même une artiste. Ces peintres, écrivains, musiciens, chanteurs et photographes du cœur pourront par tous les temps accrocher leur créativité au jeu du soleil et à celui de la brume, aux palettes de rocailles, à l'insolite des rencontres, celle d'un bois flotté ou de l'épave d'un navire. Ils auront toujours leur sens artistique aiguisé par les métamorphoses des panoramas dans lesquels la lumière joue les noctambules, le paysage leur fait des clins d'œil, qu'ils se griment en silhouette fantomatique ou qu'ils se maquillent d'un fard de nuit. Et pour les distraire lors de leur nuit blanche créative, les feuillages se prennent à certaines heures pour des marionnettes.